Bonjour à tous et bienvenue dans la suite de ce cours à distance traitant du syndrome de Korsakoff. Alors, dans la vidéo précédente, nous avions parlé de ce qu'était ce syndrome et de sa définition. Maintenant, nous allons nous intéresser aux symptômes qui en découlent. Alors, pour cette partie, je me suis inspirée d'une brochure qui s'appelle Vivre avec le syndrome de Korsakoff, qui nous présente les différents symptômes, des exemples de mise en situation et des pistes d'intervention pour chacun des symptômes. Sans plus tarder, passons au premier symptôme qui est celui de l'amnésie antérograde. Je l'avais déjà expliqué dans la vidéo parlant de l'Alzheimer. L'amnésie antérograde, c'est la difficulté à encoder des nouvelles informations après l'apparition de la maladie. Exemple, Mademoiselle K demande pour la 4e fois en moins d'1 heure à son mari quand viennent ses enfants. Alors, quelles sont les pistes d'intervention que nous propose cette brochure? Eh bien, il nous suggère de noter les informations à défaut d'être mémorisées dans des agendas, des affiches et dans un carnet de mémoire. Également, il faut guider la personne vers la consultation de ces aides. Dans un premier temps, sur le moment même, en suggérant de prendre note. Ensuite, plus tard, lorsque les gens s'interrogent, eh bien, on peut les rediriger vers ces aides mémoire, vers ce carnet, vers ces informations notées. Au niveau de l'attitude, je ne vais pas vous le répéter, je vous redirige vers la vidéo traitant de la maladie d'Alzheimer où nous avions développé l'attitude à adopter face à des personnes souffrant de troubles de la mémoire. Nous avons également l'amnésie rétrograde qui est un des symptômes du syndrome de Korsakoff. Par exemple, Mademoiselle Z se demande pourquoi son père ne lui rend pas visite. Il est en fait décédé depuis 5 ans. Par rapport à l'attitude, eh bien, ce type de situation nécessite un réel accompagnement empathique et vigilant pour progressivement favoriser le rappel de ce souvenir qui est douloureux et il faut donc accueillir la tristesse toujours présente. Le deuil, il est toujours là, même si on a temporairement oublié la mort d'un proche, ça reste quelque chose de très dur à annoncer. Au niveau de la contextualisation, eh bien, c'est important d'aider la personne à se resituer. Où sommes-nous? Depuis quand? Afin d'essayer de rappeler le handicap mnésique de cette personne. Donc ça, c'est la contextualisation. Deuxième chose, troisième chose que vous pouvez faire, donc c'est l'évocation. On va essayer de favoriser l'évocation en posant des questions et en donnant des indices qui vont aider la personne à se rappeler lentement de la réalité. Encore une fois, les aides-mémoires, donc susciter la consultation du carnet de mémoire et, si nécessaire, la prise de notes dans une rubrique spécifique. La désorientation spatiale. Alors, Monsieur X cherche toute la journée sa chambre dans le service hospitalier où il séjourne. Première chose que vous pouvez faire, c'est limiter les changements de repères de base par rapport à sa chambre, à son lieu de vie, pour qu'il s'y retrouve plus facilement, qu'il ne soit pas plus désorienté qu'il ne l'est déjà. Apprentissage répétitif. S'il y a de nouveaux repères spatiaux, il faut les apprendre à la personne en se basant sur la routine et la répétition. Alors je m'excuse, j'ai mis 2 L à s'il y a de nouveaux repères. Donc voilà, c'est important de faire cet apprentissage répétitif. Aide environnementale, donc utiliser un fléchage du couloir, un nom, une photo sur la porte, pour aider cette personne désorientée à s'y retrouver plus facilement. Encore une fois, utiliser des aides-mémoires, un carnet de mémoire contenant les plans du service, du village et ou les descriptifs de trajet. Donc tout cela, c'est à mettre en place et à compléter à chaque fois qu'un nouveau trajet est nécessaire. Alors attention, c'est important donc d'avoir ces aides-mémoires, mais il faut aussi inciter la personne à rechercher systématiquement ces aides-mémoires et environnementales. Alors ensuite, nous avons la désorientation temporelle. Par exemple, Monsieur K veut aller se coucher. Il se déshabille et met son pyjama. Il est 11 heures du matin. Désorientation temporelle. Exemple numéro 2. Lorsque nous demandons son âge à Mademoiselle L, elle nous répond dans les 50, alors que quand nous le lui faisons calculer à partir de sa date de naissance et de l'année en cours, elle est étonnée de découvrir qu'en fait, elle a 79 ans. Encore une fois, ici, on peut se servir de l'apprentissage répétitif. Comme pour les informations spatiales, il est possible de renforcer l'apprentissage d'une information sémantique, par exemple l'âge du sujet, par une répétition fréquente. Dans d'autres cas, il s'agira plutôt de proposer à la personne de consulter des aides
Environnemental, donc environnemental, montre, calendrier, agenda ou encore son carnet de mémoire. La mémoire prospective, alors on n'en a pas encore parlé, il s'agit de la capacité à se souvenir d'effectuer une action dans un futur plus ou moins proche. Par exemple, lorsque vous faites vos courses, vous faites travailler votre mémoire prospective et vous vous souvenez des actions que vous devez réaliser. Je vais d'abord aller chercher les fruits, ensuite les céréales, ensuite les produits laitiers. Donc là, c'est la mémoire prospective qui entre en jeu. Exemple. Mademoiselle O se rend à la cafétéria bien décidée à y acheter du chocolat. Après avoir fait la file d'attente, elle commande pourtant un soda. Il y a eu un problème au niveau de la mémoire prospective. Deuxième exemple, voici 3 semaines que Monsieur P oublie de sortir les poubelles le jeudi. Donc voilà, cette capacité à se souvenir d'effectuer une action est mise à mal. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Eh bien, on peut utiliser des aides mémoire et des aides environnementales. Alors, la consultation systématique de la rubrique agenda du carnet de mémoire devrait aider à réduire ces oublis. Donc, ça pourrait être intéressant d'effectivement préparer une rubrique agenda dans le carnet de mémoire. Donc vraiment, on doit arriver à une prise de notes systématique et à une consultation systématique de ce carnet. Il faut vraiment driller les bénéficiaires à y faire référence. Alors souvent, l'utilisation d'aides environnementales sera également nécessaire, donc des plannings, des rappels, des affichages préparés, des listes de courses, mais aussi, pourquoi pas, passer un coup de fil aux personnes de l'entourage, de prévoir des réveils avec un post-it accroché sur le cadran pour vraiment effectuer des rappels et cadrer cette personne, l'entourer de multiples rappels. La nosognosie, c'est le fait d'ignorer d'être malade. Par exemple, Monsieur Z estime sa mémoire excellente et ne voit pas pourquoi il doit utiliser un carnet de mémoire. Au niveau de votre attitude, ne réprimez pas ces personnes, n'entrez pas en conflit en vous acharnant à dire la vérité si monsieur, vous êtes malade. Il faut vraiment avoir une certaine patience, ne pas infantiliser la personne et amener progressivement l'information selon laquelle cette personne est effectivement malade. Pour cela, utilisez la recontextualisation et l'évocation. Une prise de conscience, même temporaire, sera favorisée si le cadre est rappelé et que l'on peut restituer à la personne un exemple de difficulté qu'il a rencontrée. Donc, rappeler le cadre: «Bonjour, vous êtes dans une institution. Qui suis-je? Je suis un éducateur qui vous aide à telle et telle chose». Par contre, attention, si vous évoquez une difficulté trop ancienne que cette personne a vécue, eh bien, elle risque de ne pas s'en souvenir, donc de la nier et donc ça risque de renforcer encore plus la nosognosie. Alors, les fausses reconnaissances. Mademoiselle T croise pour la première fois l'éducatrice G, la prend pour sa belle-sœur et va spontanément l'embrasser. Donc il y a une fausse reconnaissance dans cette situation. Par rapport à votre attitude, plutôt que de réprimer et de confronter la personne, donc restez calme, soyez patient, expliquez en douceur et essayez de ramener à la réalité la personne, le bénéficiaire qui vous a pris pour quelqu'un d'autre. Heu, en parallèle à votre attitude, essayez de recontextualiser, donc si nécessaire, toujours rappeler le cadre, le handicap physique, qui vous êtes. Vous êtes un éducateur et cetera et cetera. Par contre, si la personne est énervée lorsque vous lui dites que: «Non, je ne suis pas votre belle-sœur, je suis votre éducatrice», eh bien, cela peut accroître son énervement et accroître sa tension et dans ce cas-ci, plutôt que de la confronter à la réalité, essayez de jouer l'indifférence, de ne pas réagir. Cela permettra donc de ne pas renforcer certaines croyances qui sont fausses. Ça sera toujours au cas par cas, à vous d'évaluer, la façon dont va réagir le bénéficiaire et de voir s'il vaut mieux insister dans cet acharnement par rapport à la vérité ou s'il vaut mieux essayer d'éviter de créer une tension chez ces personnes qui peut être inutile. Les confabulations, c'est le fait d'inventer, des choses qui n'ont pas existé. Par exemple, monsieur E sort de la salle de kinésithérapie où il a fait du vélo statique et se plaint que sa promenade de 2 heures sur la colline l'a épuisé. Qu'est-ce que vous pouvez faire? Évocation et recontextualisation. Aider la personne à retrouver l'information exacte à l'aide d'indices sur le contexte. Aide-mémoire donc toujours si nécessaire, pister l'information exacte avec le patient auprès de l'entourage et faire inscrire celle-ci
par la personne dans une rubrique permanente du carnet de mémoire. Par rapport à votre attitude et à la communication, évitez les questions provoquant ces productions erronées, justement. Donc, telles que: «Qu'avez-vous fait? D'où venez-vous?» Eh bien là, ça va encourager, en fait, ces personnes à faire de la confabulation. Alors que de manière générale, il faut privilégier les questions fermées et resituant le contexte directement. «C'était gai le vélo ce matin à la kiné». On recontextualise, on situe tout de suite la personne, ce qui laisse moins d'espace aux confabulations. «Le repas de jeudi avec votre sœur vous a-t-il plu?» Ceci est un autre exemple. Voilà pour Korsakov. Nous avons donc vu la définition et nous nous sommes ensuite concentrés sur chacun des symptômes liés aux troubles de la mémoire. Dans la prochaine vidéo, nous ferons des exercices récapitulatifs et intégratifs concernant la maladie d'Alzheimer et le syndrome de Korsakoff. Merci pour votre attention et je vous retrouve tout de suite dans la prochaine vidéo.